grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette. Bonjour, nous nous trouvons ici au cœur de ce qu'était autrefois la SMN, devant l'atelier électrique, haut lieu de syndicalisation de la CGT. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, démarrait une grande grève avec occupation des locaux à 100%. Et pourtant, les historiens de mai 68 parlent très peu de la SMN, beaucoup moins qu'ils ne parlent de la Saviem et des autres usines décentralisées, Gégère, la Sonormel ou Moulinex. Alors, ne s'est-il vraiment rien passé à la SMN, rien d'autre qu'une grève de solidarité, la SMN ayant ses revendications propres? Eh bien, pour le savoir, nous avons rencontré plusieurs témoins de l'époque, notamment des syndicalistes animateurs du mouvement social. D'un côté, des syndicalistes engagés avec les étudiants depuis plusieurs années dans la lutte contre la guerre d'Algérie. De l'autre, des salariés qui sont souvent à l'écart des débats intersyndicaux et qui vivent les revendications au niveau de l'usine. Il y a des conflits sociaux surtout pour des choses de revendication, augmentation, voilà, conditions de travail, mais bon, c'est les conflits qui sont vraiment importants, quoi. C'est au niveau augmentation. Salaire, bon, 10 centimes, 20 centimes, à l'époque on se battait pour 10 ou 20 centimes, quoi. Hein. Quelquefois les conflits duraient 2 ou 3 jours. Et ici, je me souviens de la grève de 1952, la grande grève de 1952, où les gens ont été arrêtés 15 jours. Et là où véritablement les ouvriers ont obtenu quelque chose. Ils ont obtenu le 13e mois et le 14e mois, et aussi est arrivé en 1952, comme vous le savez tous, le bulletin SMN, c'est-à-dire une communication entre la direction et le personnel. C'était la pression de la SMN pour qu'on ne fasse pas grève, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait grève, on avait 5% de la prime du 13e et du 14e mois qui était abattue. Alors donc finalement, il y avait quelque chose qu'on avait obtenu, mais les syndicats disaient toujours « ouais, mais c'est un outil anti-grève ». La SMN, à peine reconstruite, a connu une grève totale et extrêmement dure en 1952. Ça a créé un climat au niveau de la syndicalisation. Et après 1952, la CGT devait approcher le millier d'adhérents. Et la CFDT, qui ne s'appelait d'ailleurs pas encore la CFDT, parce qu'elle a changé de nom en 1963, avait le milieu, au moins un millier, et d'une manière beaucoup plus constante, parce qu'il y avait une administration syndicale un peu plus stricte, quoi. Ce qui faisait environ 2000 syndiqués. Force ouvrière n'a jamais eu que quelques dizaines d'adhérents. Il y a eu des conflits sociaux dans les ateliers, c'était secteur par secteur. S'il y a eu des conflits, par exemple, les conflits qu'il y a eu au service électrique, fourneaux, je me rappelle, les gars, ils avaient débrayé sur les hauts fourneaux et tout. Et au service électrique, ils avaient séquestré le chef, quoi. Je me rappelle, il y a un conflit mené par la CFDT, parce que bon, pas toujours la CGT, mais c'était sur les salaires, les jeunes surtout. Les jeunes, ils s'étaient rebellés et tout ça, et donc on était tous sortis au grand bureau, parce qu'en fin de compte, les réunions c'était toujours au grand bureau et tout ça, et les gars de la CFDT, ils avaient brûlé leurs feuilles de paye. Quand je suis rentré à 18 ans, le syndicat, on n'entendait pas parler. On avait un délégué, je ne savais même pas. C'était plus grave, quoi. C'était des petites choses surtout, qui auraient pu être réglées sans grève. Mais bon, il y a eu des choses qui n'étaient pas justes, et ils ne voulaient pas les changer. On débrayait, ils ne voulaient pas discuter avec les gens grèves. Les grèves pécuniaires, par exemple, là où, parce que on était augmenté assez régulièrement suivant l'inflation à l'époque. Mais la SML a trouvé toujours, je ne sais pas pourquoi, elle avait une idée, elle nous donnait un peu en retard.
Alors des fois, ça durait trop longtemps. Bon, ils décrétaient, les syndicats décrétaient une grève. Là, c'est eux qui l'a décrété quand c'était une question d'argent. Alors, ils venaient nous voir et tout. Bon, mais ça, c'était dans toute la SMN, c'est dans les services au moins qui savaient que ça pouvait bouger. Non, mais il y avait une forte combativité qui n'était pas systématique, c'est-à-dire une combativité qui était très forte lorsque les travailleurs s'adressaient à leur patron direct, mais qui était beaucoup moindre lorsque le mouvement était global à l'échelon de la sidérurgie française. Oui, ils étaient plus centrés sur leur... Ou à l'échelon général, comme en 68. Les gens se sentaient moins concernés et étaient beaucoup plus lents à se mettre en route. Ce qui explique que la SMN, même si la grève a été générale, n'a pas été une entreprise de pointe en 68. Il y a une alternance entre la CFDT et la CGT. Ça dépendait des personnages qui étaient en place à ce moment-là. Les gens qui étaient en place à ce moment-là, moi je me souviens, par exemple, la CGT, des gens qui ont marqué disons ma jeunesse, hein, on peut dire, j'avais 20 et quelques années. Oui, il y a eu beaucoup de grèves perlées, enfin perlées, c'est-à-dire fractionnées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une unanimité entre les deux syndicats majoritaires de la SMN, qui étaient à cette époque-là la CGT et la CFDT. La direction de la SMN se servait très intelligemment des deux syndicats puissants de la SMN pour justement retirer ses billes, quoi. CGC, hein, bon, alors les cadres, oui, ils étaient syndicalisés aussi, mais ils étaient un peu à cheval entre les deux, quoi. Alors donc, finalement, les deux principaux syndicats qui nous importaient pour nous, les ouvriers, les gens de la base, c'était la CFDT et la CGT. Est-ce que vous avez fait du syndicalisme? Non. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Pourtant, vous ne vous trouviez pas très heureux à ce moment-là. Il faut suivre le cours comme il est, voulez-vous. Parce que je trouve que le syndicalisme, ça sonne bien d'un côté, il en faut. Et de l'autre côté, moi je trouve que ça... c'est gênant par moment. Comment ça gênant? Enfin, quand vous me faites perdre des journées de grève ou n'importe quoi, hein, qu'on est puni par le patron et qu'on y est pour rien. Hein. C'est plutôt la peur du patron qui vous empêche Il de... n'est pas la peur du patron. Il est quand même qu'on a besoin d'argent aujourd'hui. Hein. Et comme la dernière fois qu'on vient de faire une journée de grève, je perds quand même 10 000 francs, moi. La métallurgie, c'était quand même assez fort sur le plan syndical. Alors, le syndicalisme était assez implanté dans la métallurgie, et à la SMN en particulier, mais en production, je pense que c'était la CGT. Parce qu'ils avaient des anciens copains, des gens qui avaient 50 ans à l'époque, ou 60 ans, depuis toujours on est à la CGT, ils sont implantés depuis le début du XXe siècle. Hein. Alors, c'est normal. Donc on est arrivé, nous, et on a eu des élus, surtout à l'entretien, donc on a eu des adhérents de l'entretien. À l'époque, en 68, ils avaient entre 35 et 40. Quoi. Dans les années après la guerre, 50, 60, même jusqu'à 80, hein, ils étaient fortement soutenus, je dirais, au PC. Hein. Ça, c'était flagrant. On a même vu par moments les mêmes revendications. Alors d'un coup, après coup, on sait bien que de militer sur le plan syndical, ben on est obligé d'être tout près des militants politiques. Parce que les questions politiques partent du mouvement ouvrier. Mais je vous dis, le PC faisait un peu barrage. Finalement, on avait les mêmes intérêts, quoi. Il fallait se battre de toute façon. Il y avait deux syndicats essentiellement, CGT et CFDT. C'était CGT, j'en connais deux personnes, deux
qui m'ont marqué énormément, deux délégués syndicaux, Gérard et puis Jean. Et c'était des délégués CGT. Et il y avait un CFDT que je connaissais aussi, bien sûr, on se côtoyait, il n'y avait pas de soucis. La négociation comme ça, seule, c'était pas dans l'air du temps à l'époque. Oui. Il y avait régulièrement des piquets de grève ou des manifestations devant le poste de gare. Il y avait, au bureau d'études, personne n'était syndiqué. C'est ce qu'il faut retenir. Par contre, lorsqu'on allait se prononcer au niveau des représentants, des délégués du personnel, je votais plutôt CFDT. À nous, personnellement, les ateliers centraux, c'était énormément de syndiqués CFDT. Peut-être un tiers peut-être de l'atelier, on était à peu près 80-90. Les SMN était une des entreprises françaises à avoir, par rapport au nombre total de salariés, le plus grand pourcentage de syndiqués. Des chiffres approximatifs, évidemment, il y avait tellement de variantes que d'une période à l'autre, ça pouvait varier, parce qu'à l'époque, il fallait renouveler sa carte tous les ans. Donc ça voulait dire qu'il y avait quand même pour les nouveaux adhérents dans les syndicats, et puis les gens qui ne renouvelaient pas pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils étaient en désaccord, ou pour des raisons financières. Il y a toujours un tas de raisons quand on ne veut plus adhérer quelque part. Mais il y avait un fort chiffre de syndiqués, ce qui fait que par rapport à l'époque où il y avait 4500, 5000 personnes, un pourcentage énorme, comparativement à la situation générale en France. Même par rapport aux gens Renault-Billancourt, dont on parlait souvent, parce que c'était l'entreprise phare de l'Action ouvrière à l'époque, on avait beaucoup plus de syndiqués qu'à Billancourt ici, là. Oui. Parce que, sur 40 000 personnes à Billancourt, ça n'a jamais dépassé 5 ou 6 000 syndiqués, même en 68. En 68, la CGT est passée en deuxième position. Est devenu le syndicat minoritaire, tout en conservant, ici et là dans l'usine, des points très, très forts. Moi qui étais dans le secteur du service électrique, à proximité des hauts-fourneaux, dans tout ce secteur-là, j'étais en mesure d'arrêter la production à volonté. Si bien qu'à la fin, on n'avait même plus besoin de provoquer des conflits généralisés pour obliger la direction à discuter d'un problème ou à l'autre. On arrêtait un secteur. Et l'arrêt d'un service comme l'agglomération, par exemple, qui préparait les charges de minerais pour les hauts-fourneaux, arrêter quelques dizaines de personnes bien choisies à l'agglomération, on bloquait tout. En 68, la CGT est passée en deuxième position. Est devenu le syndicat minoritaire, tout en conservant, ici et là dans l'usine, des points très, très forts. Moi qui étais dans le secteur du service électrique, à proximité des hauts-fourneaux, dans tout ce secteur-là, j'étais en mesure d'arrêter la production à volonté. Si bien qu'à la fin, on n'avait même plus besoin de provoquer des conflits généralisés pour obliger la direction à discuter d'un problème ou à l'autre. On arrêtait un secteur. Et l'arrêt d'un service comme l'agglomération, par exemple, qui préparait les charges de minerais pour les hauts-fourneaux, arrêter quelques dizaines de personnes bien choisies à l'agglomération, on bloquait tout. Le 26 janvier dernier à Caen, cette ville surnommée Caen la paisible, 12 000 jeunes ouvriers en grève descendaient dans la rue et provoquaient presque une émeute.
J'habitais déjà place Centre-Ville, donc je l'ai vu. Et puis oui, il y avait des gens de la CGT qui sont descendus à la manif. Oui, nombreux. Moi, il y avait déjà des dirigeants. Hein. Il y avait Cagnard, il y avait Masson, il y avait des gens de la CGT aussi. Oui, on était. Nous on revendiquait pour les salaires. À l'époque, on avait des salaires de merde. À l'époque, un peu pas rêver. Hein. Je me souviens très bien du début janvier. Oui. Alors, on a refait des manifs tout le temps, des petites manifs, des manifs de grève. Jusqu'en mai, quoi, si tu veux, quoi. Mais une journée, une demi-journée, une demi-poste. C'était pas, ça discutait dur. Hein. C'était pas. Ils ont défilé de la rue des Roches, ici, quand ils sont passés, une masse d'ouvriers, et pas un mot, on n'entendait que leurs pas. Il y a eu des gens de SML, bien sûr. Dire combien, mais bon, les syndicats ont participé déjà quand même. Mais c'est vrai que la SAVM a commencé bien avant la SMN. Oui, la SMN n'était pas forcément en dehors, mais disons, n'a pas participé au départ. Quoi. Donc ce mouvement s'est créé et puis a fait un peu boule de neige après. Quoi. La SMN n'a pas été impliquée en janvier. Elle a participé dès le lendemain à la manifestation de solidarité pour soutenir les ouvriers de la SAVM qui s'étaient fait matraquer la veille, route de Ouistreham. Aux environs d'Hérouville, en allant vers Caen, ils ont été bloqués par les CRS, ça a été assez brutal, ça a provoqué un choc. On a donné l'ordre d'arrêt de travail dès le lendemain. La participation des travailleurs de la SMN à la manifestation de Caen, là, qui a tourné au tragique, n'était pas massive. Il y avait toujours, même lorsque c'était très partiel, il y avait quand même toujours quelques centaines de militants en pointe qui participaient aux affaires. Ça s'expliquait par le fait que la moyenne d'âge des ouvriers de la SMN était nettement plus importante que la moyenne d'âge des salariés des autres entreprises de la région. Les gens faisaient carrière là. Ça se passe pas très bien, parce qu'il y a les gars de la SAVM qui sont là aussi, et eux ils commencent à revendiquer. Nous on est souvent en grève, nous. Pratiquement tous les mois, on est en grève. C'est comme ça qu'arrive mai 68. On est pratiquement toutes les jeudis, on est pratiquement toujours en grève, quoi. Au moins une fois par mois. Et une fois par mois, on perd une journée de salaire. Et donc, les gars de la SAVM, ils embrayent. Ils embrayent aussi, et puis eux, ils se font matraquer à l'hôpital. Ils se sont fait matraquer à l'hôpital. Et là, les gars de la SMN, ils commencent à réagir, et donc ils décident de faire une grande journée, cette fameuse journée-là, et on se retrouve le soir, on se retrouve à Caen. Et puis là, ils se sont battus, et mes copains, ils sont en ligne, hein, les invectifs, quoi. Et là, ils se battent, quoi. Tout le monde se bat, quoi. Les ciments français, pareil. Les ciments français, Et là, tout vole, quoi. On est nombreux. Pour moi, on y est tous. Hein. Ils nous bombardent avec les grenades lacrymogènes et tout ça. Et il y avait les infirmiers. Lui, il soigne les copains. Lui, les copains, ils ont reçu des grenades. Je suis au courant, effectivement, on sait tous ce qui se passe, on entend dire. Bon, je suis allé en ville participer aux manifestations, défiler, etc. En revanche, j'étais pas à la nuit d'émeute, hein, dont j'ai pris connaissance dans la presse. Hein. Par contre, je me souviens avoir ramassé des coups de gaz lacrymogènes, quoi. Bon, à un moment donné, il faut aller évacuer. Je ne me souviens pas qu'ils nous ont fait un compte-rendu en section de... Là, honnêtement, je ne me souviens pas. On n'a même pas été là tout au départ de mai 68, quand on a rentré dans la deuxième quinzaine de mai. On était dans un climat Puis on en avait marre de voir quand même ces CRS qui étaient devant nous, qui nous repoussaient très loin. Puis j'avais aussi vu comment s'était passé la manifestation des agriculteurs. Les agriculteurs, on avait attendu une demi-heure pour leur lancer des grenades lacrymogènes dessus. C'est ce que nous, 13 secondes après, c'était déjà parti. On essayait de dégager la place de la République. Est-ce que vous avez un espoir de promotion à la SMN? Non, je serai peut-être P2 à 30 ans. Un grand soleil noir
tourne sur la vallée, cheminée muette. Dans la première partie de ce documentaire, nous avons traité de l'usine avant les grandes grèves de mai et notamment de la journée d'émeute du 29 janvier, journée d'émeute initiée par les jeunes ouvriers de la Savienne. Alors, celle-ci a été portée à la connaissance de nombreux ouvriers, mais tout particulièrement des ouvriers syndiqués, qui se manifestèrent nombreux le lendemain, le 30 janvier, dans les rues de Caen. Ceci dit, cette journée, ces événements ont finalement laissé peu de traces dans la mémoire de nos interlocuteurs. Entre janvier et la journée de grève du 13 mai, il s'est finalement passé peu de choses, mis à part sans doute, bien que cela ne nous ait pas été rapporté, quelques grèves sectorielles, une journée de temps en temps. Nous arrivons donc à la première journée du 13 mai, qui est également une journée de solidarité, et nous irons, dans cette narration, jusqu'à la reprise du travail le 3 juin. Leurs délégués CGT, Avrillon, Croquevieille et Donnet. Guy Travers, un autre délégué CGT. André Lemarchand, ancien militant de la SMN, aujourd'hui secrétaire de l'Union départementale CGT. Robert, délégué du syndicat CFDT. 3 autres délégués CFDT. Cagnard, le secrétaire de l'Union régionale de la CFDT. Mais nous, à la SMN, on ne bouge pas trop. Hein. Fer de lance, c'est la CGT. L'usine est rassemblée parce qu'il y a un vote. Oui. Je crois que c'est pas loin de 2000 personnes hein, qui participent au qu'est-ce qu'on fait. Il y a des comptes qui sont contre l'occupation. Oui. Non, ils ne sont pas contre la grève, mais ils sont pas... Et en fin de compte, c'est là qu'on vote, quoi. Il faut voter et tout ça. Et s'il me semble bien me rappeler, il y a à peu près 200 gars qui sont contre l'occupation de l'usine. Ils veulent pas perdre de fric. C'est vrai qu'on a été un peu les derniers à s'impliquer dans le mouvement. C'est un regret, hein, c'est un regret parce que moi j'aurais souhaité qu'on soit plutôt en avant, mais bon, c'était jeune, hein, on n'avait pas non plus de... Il y avait un climat général dans le pays, et ça pesait forcément sur les états d'esprit, ça alimentait les conversations, bien entendu, mais il n'y avait pas d'objectif à la SMN. En veille de la grève qui a démarré un lundi, la deuxième mobilisée, c'est la situation générale qui a évolué brutalement. On a décidé le samedi à Paris de mettre le paquet partout dans toutes les entreprises, dans toutes les aciéries de France, de faire une tentative le lundi suivant. Le samedi qui a précédé la grève, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Alors moi j'ai pris des contacts toute la journée du dimanche et encore le lundi matin, et on a décidé effectivement d'engager une opération vote. Ça doit être la seule usine en France qui a voté d'ailleurs. Autant que je me souvienne, la question était, êtes-vous favorable à un mouvement généralisé? On a dépouillé les premières centaines de bulletins aux environs de 11h30 midi, et on s'est aperçu qu'il y avait une large majorité pour entrer dans une grève généralisée, sans plus, sans qu'aucune revendication soit mise en avant. À la SMN, ça a été latent. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu de... Enfin, moi, je me souviens de rien qui était véritablement exceptionnel. La SMN, on s'est mis en grève beaucoup plus tard. Et je me souviens d'aller voir mon frangin, qui travaillait au Laminoir, dans un endroit où ils étaient très pointus au niveau des syndicats, notamment CGT, et discuter avec mon frangin, je sais pas, ça devait être au mois de mars-avril, un truc comme ça, je ne m'en rappelle plus bien. Et je dis, bah alors, quand est-ce qu'on se met en grève? Tout le monde est en grève, nous, on fait pas grève à la SMN. Ah bah il me dit, je sais pas ce qui se passe, et ci, et ça, bon. Et puis, un beau jour, parce qu'il était magasinier, lui, je me pointe au magasin, je dis, ça y est François, ils vont se mettre en grève à la SMN. Ah bon? Oui, on va se mettre en grève et on va faire quelque chose de nouveau. Il dit, quoi? Eh ben, on va occuper les locaux. Je dis, quoi? Je dis, non, les CRS, comme d'habitude, vont nous éjecter. Alors, non. À partir de lundi, on rentre en grève
on est d'accord, les syndicats CGT, CFDT, et on garde les locaux. Oh bah tu, alors là, écoute, c'est la première fois que je vois ça. Et c'est la première fois que j'ai vu une grève où les ouvriers gardaient l'outil de travail. Ça devait être très tard par rapport au mouvement qui, pendant 15 jours, il y a eu une grève totale. Ça, on a pris, je pense, là, à peu près la chose avec une semaine de retard, tu vois. À peu près, on va chipoter, c'est vrai. Et bon, puis ça discutait beaucoup, grève, pas grève, occupation, pas occupation. Et en fait, je pense que c'est des gens qui étaient assez révolutionnaires, compris l'affaire, enfin révolutionnaires entre guillemets, qui étaient l'affaire en main, puis on a occupé l'usine, quoi. Voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. On a bloqué les portes, tout ça, c'était facilement 2 semaines. Moi j'ai 140 heures hein, de grève à peu près. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mensuels qui faisaient la grève, c'était toujours les horaires. La CGT déjà faisait déjà du bruit, alors on les a rejoints. Toujours pareil, les plus anciens ils connaissaient mieux la boîte que nous. Et ben, nous, à la fois jeunes sections et jeunes militants, on était obligés de... Il faut bien reconnaître que la CGT, ça se ressentait qu'elle était implantée depuis longtemps. On a aussi fait des débrayages, au début tout seul. Une fois il a fallu quand même analyser ce que faisait la CGT. Et, bon, on était d'accord, c'est vrai, sur la plupart des revendications. Mais il y en a quelques-unes quand même qui ont persisté à faire un désaccord entre nous. Et là, ça coinçait. Les augmentations de salaire. Par exemple, je m'en souviens très bien, dans les années 60, quand je commençais à être en contact, là, CGT, toujours augmentation en pourcentage. Alors là, on a pris conscience, tout connaissant les salaires des uns et des autres, c'était quand même mince. On fait une échelle, du manœuvre le moins payé au PDG, c'est de 1 à 100. Hein. Et je crois qu'il y avait quand même, là on n'en parle pas, mais il y avait le Parti communiste quand même qui était puissant. Ah oui, dans la SMN. Tous les militants de la CGT. Dans la SMN, ouais. Partout. Oui. Partout. Sauf dans les bureaux. J'avais aussi un copain, il était comment, reporter à l'Humanité. Il envoyait des c'était très politique, articles, quoi. La CGT était très politisée. Les prises de bec avec les militants de la CGT, parce que là, on ne pouvait pas se rencontrer sans s'engueuler. Oh, alors là, pour moi, ils étaient, on est persuadés, quasiment tout le monde à la CGT, qu'ils étaient, on disait même que c'était la route de transmission du PC. Et c'est vrai qu'on retrouvait dans les tracts même quand c'est l'ambiance, c'est obligé, puis la direction, voyant ça, plongé là-dedans, la division, quoi. Toujours augmentation des salaires. Je me revois encore du côté de la cantine. On avait un rendez-vous avec les syndicats, avec l'intersyndicale, donc la CGT et la CFDT, où là ça discutait, et puis c'est surtout les questions de salaire. Nous, c'était vraiment le pognon. C'était la réduction d'horaire, l'amélioration des conditions de travail et le pognon. C'était notre cheval de bataille. Hein. On ne se posait pas des grandes questions philosophiques sur Sartre. Hein. Non. Notre but, c'était de faire mon temps. Moi, à l'époque, je bossais tous les jours. Hein. Et un dimanche par mois. Et quand tu faisais faire un dimanche par mois, tu étais un feignant. Moi, je me faisais chier de bosser le dimanche dans cette boîte, parce que ma femme avec son dimanche. Et souvent, je filais le dimanche à un copain qu'on avait besoin qui voulait gagner le pognon. C'était des revendications nationales. Bon, la retraite à 60 ans, c'est vrai qu'on avait profité de l'occasion pour poser la question, pour que ce soit inscrit dans nos revendications. Il y avait les 35 heures, bien sûr. La 5e journée de congé payé, bon, ça a été... mais c'est vrai que ça a tardé, mais bon, ça a été revendiqué, mais ça a été surtout une augmentation de salaire, quoi. Et surtout pour les salaires les plus faibles. On ne peut pas parler des salaires comme motif d'action, parce que à l'époque, c'est pas le cas aujourd'hui, mais à l'époque, les salaires étaient toujours en discussion. Toujours. Parce qu'on était dans une économie d'inflation.
les prix augmentaient tout le temps. On a décidé l'arrêt de l'usine, mais on n'a pas décidé l'arrêt brutal de la production. Contrairement à ce qui s'était passé en 1952. Et on a donc décidé à ce moment-là de prendre contact avec les ingénieurs responsables dans les services pour connaître leur état d'esprit. Convenu avec la plupart d'entre eux, avec lesquels il était possible de discuter, d'assurer la sécurité des installations. Simplement quelques personnes pouvaient rentrer dans la SMN sous le contrôle des syndicats. Je me souviens d'ailleurs que même les chefs de service, les ingénieurs, certains ingénieurs, devaient pointer à l'entrée du poste numéro 1 pour pouvoir rentrer quand, disons, ceux qui étaient à l'entrée l'autorisaient, parce que je sais qu'il y a certains ingénieurs qui se sont fait refouler avec interdiction de rentrer. Bon, il y avait peut-être une certaine rancœur aussi avec certains, donc c'était un petit peu le... On profitait de l'état de force pour se forger un petit peu, quoi. Oui. Il faut reconnaître que les syndiqués CGT étaient quand même beaucoup plus durs. Hein. CFDT, les syndiqués CFDT étaient quand même plus cool, plus arrangeants. J'ai vu quelques coups de poing dans la gueule passer, oui. Ah oui? Ah oui, oui, notamment sur un de mes chefs, ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Il voulait forcer le barrage. Il avait une visière, il y a une petite dame qui était là, qui avait la visière, il avait beaucoup de poing dans la gueule, ça m'a bien fait rire. C'est mon chef de service, Vivares, avec la 2 chevaux. Et les filles ont pris la 2 chevaux. Il y avait beaucoup de dames, beaucoup de femmes qui étaient engagées à ce moment-là, la nuit, tout ça. Et elles secouaient la deloche, et la deloche sur le côté, avec mon Vivares dedans. C'était des femmes d'ouvriers. Hein. Il y en avait quelques femmes dans l'usine aussi, qui bossaient sur des marteaux pilants ou autres. C'était des dames polonaises qui disaient bonjour madame, pas de blague. Hein. Les syndicats nous ont fait occuper la SMN. C'est-à-dire que moi j'allais travailler tous les jours quand même. On était en grève. Mais il fallait du monde, il fallait qu'on soit là. Chacun occupait son service, à part ceux qui n'ont pas, le peu qui n'ont pas voulu faire grève. Et il y a eu des ouvriers qui occupaient les postes de garde, les entrées, avec les gardes. Et on devait travailler une journée, puis c'était mis en accord avec la direction. Chaque service suivant les besoins. Et comme le haut fourneau était en veille, il ne voulait pas l'arrêter parce que c'est très dur après mettre en route, tout ça, ça fait des frais et tout. Ça, il est en veille, en sommeil. Donc il fallait quand même aller chercher une rame de minerai de temps en temps à Potigny. Mettons une par semaine, je ne me souviens plus de trop, pour le haut fourneau. Et ensuite, il fallait s'occuper des tracteurs qu'on pouvait avoir besoin dans l'usine pour faire ce petit travail qu'on avait à faire. Donc, on devait travailler chacun notre tour une journée par semaine. Moi, les seules fois que je suis rentré à la SMN, j'ai dû faire 2 nuits. J'ai dû faire de nuit parce qu'on faisait un petit peu la garde, un petit peu de... Et donc je me souviens d'avoir passé 2 nuits et puis de se promener dans la SMN le long de la ligne de chemin de fer, le long de la ligne de Cabourg, pour voir s'il n'y avait pas des gens qui rentraient. Alors l'occupation, parce que j'ai moi-même participé à l'occupation de l'usine, eh bien on faisait les 3-8, hein. C'était comme quand on travaillait, exactement. Alors il fallait trouver des volontaires, c'était basé sur le volontariat, ce qui a des fois posé des problèmes parce que il fallait venir et puis assurer. Parce que notre préoccupation en tant qu'employé, c'était de préserver l'outil de travail. Voilà. On était gréviste et on occupait la SMN, l'usine, d'accord. Donc on venait, on faisait les postes. Par secteur, hein, chacun gérait son... Et puis de telle façon, toi tu viens de 6 à 14 heures, 14-22, 22-6 et ainsi de suite, de telle façon qu'il y ait toujours du monde dans l'usine pour préserver l'outil de travail. Parce qu'on avait une crainte, et pourtant je les avais côtoyés moi, mais pour les anciens ils craignaient à ce que des groupes
extérieurs puissent rentrer dans l'usine et détériorer les installations. Et, voilà. Et ça, on ne voulait absolument pas que... On voulait que notre outil soit préservé pour pouvoir démarrer aussitôt. On joue à la belote, on boit le café, on mange sur place, on échange. Ben, ça a été un moment aussi d'échange. Hein, on a pu aussi se connaître, on a appris à se connaître. Moi je sais que la nuit, j'ai fait des pauses de nuit pendant l'occupation. Je dormais sous le bureau du contremaître. Hein, je dormais sous le bureau, dans de l'étoupe. L'étoupe, c'est du fil de tissu qui a été filé et que voilà, on utilisait. Donc je dormais sous le bureau du contremaître. Bon, les délégués, parce qu'il y avait toujours des délégués présents, hein, qui étaient présents. Et puis j'ai vu des fois des alertes. Hein, attention, une personne inconnue se promène à un tel endroit. Alors des fois on se déplaçait, non, il n'y avait rien. Mais M. Roux, qui était le directeur de l'époque, a été le premier à dire que la SMN n'avait jamais été aussi bien gardée qu'en mai 68. Alors on prévoyait, il y avait toujours le morceau de câble, un câble électrique, genre de matraque, qui, si il avait été nécessaire de se défendre, mais j'ai jamais connu... mais on était là pour raisonner les gens qui auraient eu l'intention de rentrer, quoi, c'est tout. Hein. Il y avait des ouvriers qui voulaient absolument que le mouvement s'arrête, hein, parce que pour des raisons... personnel, hein. Des fois, les postes de garde ont été témoins de bousculades, de propos plus ou moins agréables, d'échanges, voilà, au poste, oui, bien sûr. Et là la réconciliation, elle a été votée. Hein. Après, les syndicats ont demandé si on voulait reprendre ou pas, mais on a voté la reprise. Mais moi j'ai eu un regret que ça puisse se terminer de cette façon-là. Je suis rentré, moi, à la SMN parce que je pense qu'ils devaient donner des cartes à ceux pour pouvoir rentrer. Moi je sais que je suis rentré parce qu'il y avait des copains, des collègues que je connaissais. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller directement à l'atelier de chaudronnerie. Puis là, bah, si vous voulez, on a discuté, on bricolait, on nettoyait et tout ça. C'est qu'il y a des étudiants qui sont arrivés pour pouvoir discuter. Et ils avaient un petit peu, je sais pas, on avait l'impression qu'ils avaient un petit peu l'intention de vouloir rentrer. Et là, c'est là que les syndicats ont interdit. On ne voulait pas que mélanger les étudiants aux ouvriers. Nous, c'était... Je parle de moi, je parle des syndicats. C'était leur grève, c'était leur revendication. Mais c'est pour ça qu'il ne fallait pas mélanger, je pense. Les revendications étaient différentes entre les ouvriers et les étudiants. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette. Formidable, grande victoire de la classe ouvrière. Avant et après 68, parce qu'il y avait des mois d'écart de temps de ça reprenne, j'ai eu 20% de salaire en plus. 20% avec revenir à 40 heures, on a été loin, et puis un respect des gens, puis une augmentation du nombre de syndicalistes, reconnaître, sortir un peu du monde de l'obscurantisme. En réalité, je dirais qu'on a mis au minimum 2 ans. Ouais, 3 ans à venir à 40 heures. On a commencé à faire 6-2 le samedi au lieu de faire nos 9 heures. Après ça, on a fait 6 midi, 8 midi, et à la fin, on n'a plus eu de samedi. Donc là, ça permet de reprendre des journées moins longues. À un moment, on est passé de l'enveloppe, du salaire dans une enveloppe à la banque. Alors, je ne sais plus à quelle époque ça s'est fait, ça. Et c'est pas parce qu'on était beaucoup plus riches, hein, c'est simplement parce que pour vivre de la même façon, il fallait plus d'argent, c'est tout simplement. Oui, on peut dire qu'il y a eu une amélioration, oui, mais qui n'a pas été celle que moi j'attendais. Je pensais qu'il allait y avoir un bouleversement beaucoup plus profond après mai 68, une prise de conscience, un bouleversement au niveau de la société plus important. Au niveau du climat général, il y a eu un assouplissement des rigueurs disciplinaires. Exemple concret, les ateliers qui avaient encore des pointeuses
on collait sa carte en arrivant au travail et en sortant, on supprimait les pointeuses. La direction a voulu décontracter les rapports. Supprimer les sanctions disciplinaires du premier degré, là, des idioties, quoi. Ben, je crois que ça a dû se renforcer, parce qu'un conflit comme ça, je ne sais pas combien de temps que ça a duré, une quinzaine de jours, donc ça a dû renforcer, parce que moi je sais que en tant que chaudronnier, on est plutôt à un service d'entretien. Ça m'a permis d'aller de circuler un petit peu dans la SMN, et puis de revoir des collègues qui travaillaient au 3-8 ou tout ça. Je ne connaissais pas du tout, moi, les services comme les hauts fourneaux, la coque et tout ça, moi je ne connaissais pas. Nous on était à l'entretien, on était à l'atelier, où on faisait quelques petites bricoles à l'extérieur, mais on ne connaissait pas du tout. Moi je ne connais pas du tout les autres services. Donc c'était l'occasion d'aller me promener un petit peu partout en faisant le tour de garde, de voir les installations et de discuter avec les collègues. Je ne me souviens pas qu'on ait constaté beaucoup de phénomènes. Les gens ne sont jamais inscrits dans une période culturelle, en quelque sorte, nouvelle. Moi j'ai l'impression que de toute façon, il y avait un poids hiérarchique à la SMN qui était une époque... voilà, il fallait se décoiffer devant un ingénieur, il fallait... moi je ne le faisais pas, moi. Par contre, si vous n'aviez pas votre casque, il venait vous voir. Oui. Et là, il venait vous dire bonjour. Ah oui. Mais sinon, en dehors de ça, non. Mais ça a changé, ces relations-là. Il y a eu une évolution. Il y avait une évolution des échanges entre le personnel et la hiérarchie qui a facilité la discussion, et puis je pense, oui, après mai 68, voilà, il y a eu une prise de conscience des uns et des autres, qu'on était là pour travailler ensemble et qu'il fallait qu'on y mette tous un peu du sien. Par contre, avec la hiérarchie, oui, ça a remis des pendules à l'heure. Oui, il y avait moins d'arrogance, ça permettait de leur dire des choses qu'on n'aurait pas dit avant. Non, mais c'est clair, oui. Beaucoup plus tard, il y a un jeune qui était petit gros, là, et il voulait me faire foutre à la porte, et il me tutoyait. Et puis, il me tutoyait et je vous voyais. Alors un jour, j'ai dit, bon, non, tu commences à m'emmerder. J'ai mis le tournevis dans les mains, le ciseau sur la tête, je me tire, t'en prends une dans la gueule. Ça, on pouvait après, avant, on pouvait pas. J'étais dans le dépannage avec lui, puis moi, je m'occupais de... À l'époque, on n'avait pas des ordinateurs modernes comme on avait des énormes machines avec des armoires de relayage. Il était entre les armoires de relayage, il faut le pousser dans l'armoire de relayage, il n'a plus m'emmerder. Une hiérarchie... On a une hiérarchie très pesante jusqu'en 1974, quoi. Et puis là, les choses ont changé, parce que tout s'est compliqué, l'informatique est arrivée, l'automatisme est arrivé, et il y a eu des jeunes qui étaient différents. Moi, j'ai fini avec un ingénieur qui était un type gentil comme tout, extraordinaire, voilà, quoi. Alors, il y a eu un véritable changement qui s'est opéré, et moi, je l'ai remarqué au niveau de la hiérarchie supérieure. On a eu des petits jeunes ingénieurs qui sont arrivés après mai 68, moi je les ai trouvés formidables, et je les trouve toujours formidables. Et au jour d'aujourd'hui, je les admire toujours. Et ces gens-là passaient sur le chantier, et ils nous serraient la main. Alors qu'au préalable, avant 68, on était véritablement de la chair à canon. Ils passaient sur le chantier, ils regardaient personne, et ça a véritablement changé l'aspect psychologique un peu entre l'ingénieur et l'ouvrier. J'ai serré des paluches après mai 68 10 fois, 20 fois plus qu'avant mai 68. Un petit peu quand même. Enfin, pas beaucoup, parce qu'eux restaient sur leur position. Surtout les cadres, alors les contre-maîtres presque encore pire. Moi, en 68, j'étais pourtant jeune militant, mais je suis arrivé dans le bureau de mon chef, j'ai dit de dégager. Hein. Bah, on était sous pression un peu. Hein. Ben, il n'a rien demandé, il a pris son béret, puis hop, il a quitté le bureau, nous on s'est installés dans son bureau. On n'a pas vu beaucoup de changements. Sauf les nouveaux ingénieurs embauchés dans les années 70.
Parce qu'il y en a quand même adhéré à la CFDT. Mais enfin, moi, je me pose des questions parfois que je me suis dit, pour un gars de la CFDT, je sais bien qu'ils avaient une position emmerdante, il faut bien le dire. Hein. Ils défendaient d'un côté, il fallait qu'ils travaillent pour le patron, et puis ils défendaient les gens de la CFDT. Alors, je sais bien qu'ils avaient une position difficile. C'était plus du tout la même mentalité. C'était autant les anciens, disons, le dialogue était pas très facile, qu'avec les nouveaux, disons, c'était beaucoup plus facile. Plus cet air de supériorité, disons, ça, ils étaient un peu coulés dans le moule de l'ensemble, quoi. Et plus à la portée, disons, même certains, je vais parler dans mon secteur, n'hésitaient pas à enfiler la cote pour prêter la main dans une corvée, un truc comme ça, quoi. Et des sorties avec des ingénieurs, des matchs de foot d'ailleurs entre maîtrise et puis comment ingénieur, où là c'est pareil, ça tapait assez fort aussi là. Alors il y avait une coupure avec le secteur de l'habitat des ingénieurs et cadres supérieurs, qu'on appelait les chalets, là-bas. Alors là, on y met de l'eau pour les pieds. Il a fallu d'ailleurs attendre 68 pour qu'il commence à y avoir un certain nombre d'échanges entre les deux quartiers. Les gens qui se connaissaient osaient aller les uns chez les autres, parce qu'avant, exclu. Il y a un ingénieur un jour qui a voulu se syndiquer, qui avait des questions à me poser. Il est venu ici à la nuit. Il habitait dans les chalets là. Alors, comme il avait insisté pour venir à 8h30 du soir, c'était une saison, il faisait nuit à ce moment-là, j'étais un peu étonné de voir pourquoi il insistait pour venir à cette heure-là, alors qu'il aurait très bien pu venir à 18h. Ben, il est venu ici, il m'a avoué, il dit je ne peux pas me permettre que mes collègues voient que je vais dans votre secteur, là, surtout chez vous. L'état d'esprit était comme ça longtemps. Alors 68 a eu au moins le mérite de faire péter un certain nombre de... Oh bah déjà la liberté dans l'atelier aussi. Mais pour moi la plus grande des victoires c'est le lavabo, de se laver les mains. Savoir qu'avant mai 68 on n'avait pas le droit de se laver les mains. C'était interdit. Et comment on faisait pour se laver les mains le midi? Bon, il y avait un réfectoire, on sait qu'il y avait quand même des lavabos. Mais comment on faisait pour partir déjà à l'heure? Sous les machines, on avait de l'eau. Et donc on se lavait les mains sous les machines. Et du papier. On n'avait pas le droit, on n'avait pas de papier. Non, il n'y avait pas de toilette. On pouvait pisser quand même. Mais pas de lavabo, pas de chiottes propres et tout. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être administrateur mutuel à SMN. Voilà, je me suis impliqué un peu plus. J'ai voulu me préoccuper de mon avenir en reprenant mes études, pour dire si je peux... J'ai l'impression que ça fait pchit pour moi. Mais ce sont mes impressions, c'est mon vécu, surtout. Alors j'ai pas ressenti de différence, moi. D'autant plus qu'après, à un moment donné, il y a eu l'ASL qui a été créée, là, l'association Sport Loisirs, et ça a rapproché pas mal de monde, et notamment des ingénieurs. On se retrouvait avec certains sur les bateaux, ça nous a permis de côtoyer pas mal de monde. On a découvert pas mal de gens, des personnalités différentes, on croyait être comme ça, mais non, c'est là que c'est curieux, parce que il y a des gars qui avaient deux personnalités, quoi. Pour moi, mai 68, au niveau du bureau d'études, au niveau du relationnel, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Mais en revanche, l'arrivée de l'ASL et des activités début 70-72 peut-être, là ça a ouvert pas mal de possibilités au niveau des relations, côtoyer un tel, etc. On a découvert des personnes,
des personnalités différentes, des caractères différents. Il y avait un bon relationnel, c'était agréable, on faisait du foot, du bateau, de la photo, etc. On sortait, on allait faire du vélo, bon, il y avait une vingtaine d'activités. Bah, 68, ça a fait un bond. Là, les cartes, on en avait sur nous parce que les gars nous demandaient, ils voulaient adhérer, quoi. Bon, bah, moi j'étais tout jeune militant, mais j'ai aussi fait des adhérents. Et pour nous, c'était bien parce qu'on se retrouvait confortés dans nos idées. Tiens, là, des gars qui travaillent, ils ont des problèmes de salaire, ils ont des problèmes de conditions de travail. Donc, nous, on n'est pas là pour rien, qu'on se disait. Hein. Ça devient des revendications qu'il va falloir qu'on aille défendre auprès des contremaîtres, monter les échelons aux chefs de service, tout ça. Le soir, Roger, Bruno, Françoise, d'autres veulent se retrouver dans une cave au besoin et bavarder, écouter de la musique, danser. Leur loisir les préoccupe. Ils revendiquent le droit de se coucher tard. Allez les autres là-bas. Une dernière larme, la dernière coulée, a brûlé dans tes yeux à l'heure du laitier. En ta mémoire s'égrènent les jours de tant d'années, dans le bruit des sirènes de la dernière coulée. Et pourtant tu disais à qui voulait l'entendre que c'était ta famille, que c'était ton métier. Maintenant, tous les soirs que tu cherches à comprendre pourquoi sur les tamis tout ça s'est arrêté, quelque chose te manque au pied des hauts fourneaux, de la chaleur absente, plus de fumée en haut. En passant sur la route, tu te prends à t'étonner. Sur la colline, plus rien qu'une masse figée. Une dernière larme, la dernière coulée, a brûlé dans tes yeux à l'heure du laitier. En ta mémoire s'égrènent les jours de tant d'années, dans le bruit des sirènes de la dernière coulée. Et la main d'un copain posée sur ton épaule te rappelle les jours ou l'instant d'une pause. On parlait des enfants le temps d'une cigarette. Sur le tapis brûlant se glissaient les billettes. Dans le bruit familier le long du train file, l'avenir se voyait en années difficiles. Dans ton regard voilé de milliers d'étincelles, un jour s'est arrêtée l'attente si cruelle. Une dernière larme, la dernière coulée, a brûlé dans tes yeux à l'heure du laitier. En ta mémoire